In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément de mise en scène, d'un aspect du cinéma qui est pas souvent questionné malheureusement. Et pourquoi? Parce qu'il y a un livre, le décor de film de David Ward Griffith à Bong Joon-ho, c'est écrit par Jean-Pierre Berthomé, le voici ce livre, et c'est édité chez Capricci, et l'auteur est là, est venu donc nous en parler. Comment allez-vous? Fort bien, je vous remercie. Je suis ravi de Bon. vous voir. Bah, écoutez, c'est réciproque. J'aimerais alors, bien évidemment, je remercie les éditions Capricci pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et puis, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien qui renvoie à la page dédiée au livre sur le site des éditions Capricci, si vous souhaitez, bien évidemment, vous procurer le livre. La première question est bien évidemment très bateau, très simple, mais en même temps, ça nous permet comme ça de contextualiser. Juste savoir si si le décor de film chez vous, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire parce que je l'ai commencé il y a une cinquantaine d'années. Le premier entretien que j'ai fait avec des gens de cinéma, c'était avec un décorateur, mais je n'avais pas d'affinité particulière. C'était le cinéma qui m'intéressait et il se trouve que ça s'est concentré sans que je le cherche sur le décor. Alors, vous dites dans l'avant-propos du livre, c'est la page 6, c'est tout au début d'ailleurs, vous dites, il y a une phrase qui est très très belle, vous dites le bon décor de cinéma est celui qu'on ne voit pas. Ça, c'est ce que disent tous les décorateurs. C'est un peu le drame des décorateurs. C'est que un très bon décor, ça passe pour la réalité. Donc les gens croient qu'il n'y a pas eu besoin de décorateurs pour faire ce très bon décor. Ils voient les décors de la guerre des étoiles parce que ça les surprend, mais quand ils voient le décor de la vie et rien d'autre, ou de n'importe quoi, ils se disent bah, c'est comme ça dans la réalité. Donc il n'y a pas eu de décorateur. Euh, donc on ne peut euh, saluer que ce qu'on a repéré. Donc il faut que ce soit visible et le décor souvent ne l'est pas. Et quand je dis que c'est un aspect de la fabrication du film qui est négligé, très souvent négligé, qui a été aussi beaucoup négligé, est-ce que je me trompe ou alors est-ce que c'est encore d'actualité? C'est toujours vrai, mais on ne peut pas sous-estimer l'importance du décor. Moi, je ne veux pas surestimer l'importance du décor. C'est un des éléments de la fabrication du film, au même titre que beaucoup d'autres. Mais le décor a cette particularité d'intervenir avant que le film soit lancé. On ne peut pas lancer une production sans savoir déjà à quoi ressemblera son décor, comment il sera fait, combien ça coûtera. C'est-à-dire que on signe le contrat d'un décorateur avant de signer les contrats des comédiens. Tout simplement parce que pour qu'on puisse commencer à tourner, il a fallu probablement 2 ou 3 mois en moins commencer à construire le décor, ou tout simplement à le trouver et à l'aménager. Qu'est-ce qui vous a poussé un moment à écrire ce livre, à réfléchir à ça, à intégrer des années et des années de réflexion sur le décor de film? Qu'est-ce qui vous a poussé? Quelle était pratiquement la genèse de tout cela? Bon, la jeunesse, pour moi, c'est relativement simple. C'est, d'une part, j'ai publié beaucoup, des dizaines et des dizaines d'interviews avec des décorateurs, j'ai publié des analyses de décors, ce qui ne se faisait pas, ce qui ne se fait toujours pas. Et euh, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, mais moi, je suis à l'extrême fin, j'ai 80 ans, je ne vais pas continuer comme ça encore pendant 40 ans, 50 ans. Et euh,
si je ne fais pas un bilan de ce que je sais, comment est-ce que ça va être transmis? S'il y avait des gens qui avaient pris le relais, et Dieu sait que j'ai souhaité que des gens prennent le relais, et je l'ai voulu et je l'ai encouragé, mais si les gens d'autres chercheurs avaient pris le relais, j'aurais pas eu le besoin de faire ce bouquin. J'ai fait le bouquin parce que j'avais l'impression que j'avais acquis une, une compétence, une connaissance, une capacité à comprendre le décor euh, qu'il ne fallait pas laisser perdre, tout simplement. C'est très orgueilleux, hein. Mais Vaniteux. pardonnez-moi, mais pardonnez-moi d'insister. Pourquoi vraiment ça n'intéresse pas? Est-ce qu'il y a un lien avec, est-ce que on parle souvent du fait que en France, pardon, en France, très souvent, quand on parle de la place du scénariste, de la problématique de la place du scénariste, très souvent on dit que ça a commencé avec la nouvelle vague, la politique des auteurs, etc. Est-ce que cette négligence voire même cette espèce de dédain par rapport au décor de cinéma, est-ce que c'est aussi lié à la politique des auteurs ou est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis toujours, depuis le début? Non, je ne crois pas que c'est lié à la politique des auteurs, mais les auteurs, c'est-à-dire les metteurs en scène, les producteurs, le cas échéant, euh, considèrent que tous les métiers techniques sont des métiers à leur service, c'est-à-dire qui leur fournissent les moyens de réaliser ce qu'ils ont dans la tête. Et ils ne réalisent pas toujours, et le public ne réalise toujours que si un décorateur, je prends l'exemple du décorateur, je pourrais prendre un chef opérateur, mais si un décorateur a un talent particulier, eh bien le film devient le sien parce qu'il le fait d'une façon différente de ce que ferait un autre décorateur. Moi, par expérience, je sais que je reconnais un décor d'un très grand décorateur, je veux dire Alexandre Troneur, Dante Ferretti, Bernard Hevin, je le reconnais sans voir la signature, tout simplement parce que le décorateur apporte quelque chose d'unique. Et j'ai toujours été très frappé par le fait qu'une fois qu'un metteur en scène a trouvé le décorateur qui lui convient, et en général c'est très tôt, eh bien, il essaie de le garder. Autant Lara avec Max Douy, que sais-je. Mais il essaie de le garder parce que le décorateur, ça devient une espèce de complice avec lequel on imagine un film qui n'existe pas encore. Donc il faut que le décorateur soit capable de proposer des images sur ce qui n'est encore qu'un projet intellectuel. C'est un scénario. Et le scénariste et le décorateur interviennent en amont du film, et ça veut dire qu'il y a une nécessité absolue d'entente mystérieuse qu'on retrouvera en aval avec le musicien. Comment est-ce qu'un metteur en scène est capable de dire à un musicien quelle musique il veut? Il faut que le musicien devine. Il faut que le musicien, en quelque sorte, s'approprie le projet et dise oui, ça va. Et il propose. Ben, le décorateur, c'est pareil, mais en amont. Par rapport à cette espèce de négligence, est-ce que c'est quelque chose qui est exclusivement français ou vous avez remarqué dans le monde entier? Non, c'est vrai partout. Dans aucun cinéma, on ne parle beaucoup des décorateurs. Aux Oscars, c'est pareil. Les Oscars de la décoration, euh, c'est ce qui vient en deuxième partie ou en première partie, puisque c'est la partie un peu négligeable, pour faire attendre le sérieux. Et le sérieux, ce seront les réalisateurs, les comédiens, etc. C'est vrai partout, mais parce qu'on considère que c'est une contribution technique.
d'une certaine façon, les, euh, les décorateurs l'ont voulu, ils l'ont presque cherché. C'est-à-dire qu'ils sont dans un métier où, au cinéma, ils sont payés comme des techniciens, alors qu'ils auraient pu, ils en ont eu l'occasion, demander à être payés comme des auteurs. Mais pour ça, il fallait accepter d'être payés sur des pourcentages de recettes. Et ils ont trouvé, parce qu'ils étaient raisonnables, ils ont trouvé que c'était beaucoup plus simple d'être payés à la semaine en tant que technicien, parce qu'au moins ils étaient sûrs de ce qu'ils allaient avoir. Ils pensaient que les habitudes financières du cinéma leur garantissaient pas leur retour sur des pourcentages. Dans le livre, il y a deux grosses parties. La première partie s'intitule Le décor de film en question. On va y revenir après. On va faire ça on va commencer par la fin, en fait. Et la seconde partie, c'est intitulé 13 analyses de décor. Donc, vous prenez 13, 13 films, 13 auteurs, un peu plus, oui, 13 auteurs, un peu plus même. Enfin, il y a un moment avec en West Side Story que vous revisitez la version de 61 et la version de 2021. Comment s'est opéré votre choix? Mais il aurait pu y en avoir beaucoup d'autres. C'est-à-dire je pourrais faire un autre livre avec les analyses que j'ai pas mises. J'aurais voulu mettre une journée particulière de Scola, par exemple. Le décor joue un rôle extraordinaire. Mais mon idée, c'était de montrer qu'il n'y a pas une façon de faire une analyse de décor, il y a 50 façons différentes, et d'une certaine façon, c'est le film lui-même, le décor lui-même, qui impose la façon de le considérer. Si je vois le locataire de Polanski, d'une certaine façon, je vois suffisamment de choses qui me frappent, qui me troublent, pour que j'aille explorer dans cette direction-là. Mais si je vois Intolérance de Griffiths, c'est autre chose qui va me frapper, qui n'a rien à voir avec ce qui m'a frappé dans le locataire. Et par exemple, ce qui m'intéressait dans le cas de West Side Story, c'est dès l'instant où j'ai vu la version Scorsese, l'idée que, Excusez-moi. pardon, dès l'instant où j'ai vu la version Spielberg, euh, j'ai su qu'il y avait une analyse à faire de comment les différences entre les deux films étaient entièrement inscrites dans les choix de décor. Donc, ben, c'est le film qui a imposé ce cas qui est le seul où on compare le même film avec deux versions différentes, deux conceptions du décor complètement différentes, ce qui ne pose absolument pas la question de quel film est meilleur que l'autre, quel décor est meilleur que l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment le décor, dans chacun des deux cas, induit une compréhension du film. Et puis parfois, il peut y avoir aussi un autre exemple où vous prenez trois films que vous, comme Metropolis, Le Roi et l'Oiseau et le Blade Runner. Là, c'est un cas à Oui, part. mais là, la comparaison était presque évidente. La première, c'est que j'aime beaucoup les trois films. Euh, Aussi bien Blade Runner que Le Roi et l'Oiseau se réfèrent euh, clairement au premier, à Metropolis, et j'avais très envie de faire une analyse de décor de dessin animé, justement pour montrer que le décor de dessin animé ne relève en rien de la fabrication du décor telle qu'elle existe dans les films, on va dire classiques. Mais le décor du Roi et l'Oiseau, c'est un décor, c'est-à-dire c'est un espace imaginaire avec un haut en bas, des côtés, des escaliers, etc. Donc, j'avais très envie de voir
d'une part, comment entre Le Roi et l'Oiseau et Métropolis, il y avait une première filiation. En plus de ça, j'aimais personnellement beaucoup Paul Grimaud, qui était un ami avec qui j'avais beaucoup parlé, donc je savais que Métropolis était une source d'inspiration. Lui, il avait 20 ans au moment où Métropolis est sorti, il ne pouvait pas y échapper. Et puis, euh, dans le cas de euh, Blade Runner, Ridley Scott avait été tellement clair dans, dans ses références à Metropolis, pas du tout au Roi l'Oiseau évidemment, mais que ça devenait intéressant, et en particulier de voir comment euh, il avait emprunté des éléments fondamentaux à Metropolis, mais il en avait négligé beaucoup d'autres. Et que du coup, ça devenait intéressant de voir comment Ridley Scott s'était servi de Metropolis comme d'un tremplin pour aller ailleurs. Dans le cas, dans le cas précis de cette triple analyse de Metropolis, Le Roi et l'Oiseau et Blade Runner, moi j'ai eu mes surprises aussi. C'est-à-dire, je me suis aperçu, à bien revoir les films pour en faire une analyse un peu sérieuse des décors, eh bien, je me suis aperçu que la plus grande marque de Metropolis sur le cinéma qui suit, c'est pas tellement le côté science-fiction qui est presque secondaire dans le film, c'est le côté film fantastique, film d'horreur, le laboratoire de Frankenstein, il est intégralement dans le laboratoire de Rothwang dans Metropolis, et ça a marqué toute l'histoire du cinéma qui suit. C'est ça que Hollywood a retenu bien plus que les villes du futur. Quand on regarde la liste des films que vous avez, qui se sont imposés à vous, je vais les nommer quand même, je vais les citer, pardon. Il y a Intolérance de Griffith, il y a L'Aurore. Je vais donner les dates aussi. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi après, parce que j'ai une question en ce sens. Donc, Intolérance de Griffith en 1916, L'Aurore de Murnau en 27, Othello de Wells 49-52, La Nuit du chasseur de Charles Haughton en 55, Le Rideau déchiré d'Alfred Hitchcock en 66. Il y a Jacques Tati. Bon, ça, on va le mettre à part parce qu'on va y revenir aussi. Il y a Les Demoiselles de Rochefort en 67, Le Locataire en 76, Providence d'Alain Resnais, Le Locataire de Polanski, bien évidemment, Providence d'Alain Resnais en 77, Thérèse d'Alain Cavaillé en 86, Parasite de Bong Joon-ho en 2019. Il y a les deux West Side Story, celui de Jérôme Robbins, de Robert Wise en 61 et Spielberg en 2021, et puis Metropolis de Fritz Lang en 1927, Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud en 1980 et Blade Runner, Ridley Scott en 82. Je remarque aussi que dans ces choix, dans ces films qui sont imposés à vous, il y a aussi, comment dire, ça donne aussi une idée de l'évolution de l'utilisation du décor. Il y a des moments où le décor est lié à un certain pan de l'histoire du cinéma ou des studios hollywoodiens. Ça définit aussi peut-être une politique de studio ou une politique de film. J'ai l'impression que ça nous permet aussi de comprendre un petit peu son évolution à travers l'histoire du cinéma. Est-ce que ça a été pensé aussi comme tel? Oui, tout à fait, mais c'est la partie la plus difficile à analyser et à illustrer, parce que les grands moments où le décor évolue, c'est par exemple le cinéma néo-réaliste italien, ou c'est les cinémas en décor naturel des années 70, beaucoup. Moi, j'avais envie de faire une analyse, et je l'ai quasiment écrite, elle existe, sur Où est la maison de mon ami de Kiarostami. Parce que justement, j'avais envie de faire l'analyse d'un film où tous les spectateurs sont persuadés que le décor, il est là, et que Kiarostami, il s'est installé et puis il a filmé. Or, pour moi, non, c'est un décor. Quand le petit gamin de Où est la maison de mon ami se met à gravir un sentier qui serpente et qui est une espèce de métaphore
incroyablement puissante de l'effort à fournir pour atteindre un but, pour moi, je reconnais tout de suite un décor, c'est-à-dire un projet intellectuel, la volonté de dire quelque chose à travers l'espace. Mais parler d'un décor comme ça, c'est très difficile. Une fois qu'on a dit que Kiarostami a effectivement, il a choisi une colline, il a fait venir un bulldozer, il a tracé le chemin avant de le filmer. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit ce qui est très évident, mais c'est très évident une fois qu'on le sait, on ne peut plus dire grand-chose. Donc, finalement, il n'y a pas eu d'analyse de où est la maison de mon ami. Mais j'en avais le projet. Et j'aurais pu, j'avais très envie de prendre un de ces fameux films néo-réalistes pour montrer que dans ce que tout le monde a reconnu comme la réalité italienne de l'après-guerre, c'était une réalité complètement apprêtée, complètement mise en scène, complètement remise en forme du point de vue du décor. Et les mêmes choses, bien évidemment, avec la nouvelle vague. Que la nouvelle vague aille en studio ou qu'elle aille en extérieur, la nouvelle vague, elle a produit quelques-uns des plus beaux décors du cinéma. Donc ça correspond bien à des moments. Il y a une histoire, oui, qui va et vient. Il y a plutôt des moments où le décor réclame d'être mis en valeur et d'autres où on exige plutôt de lui qu'il se fasse discret. Euh, Ça, c'est très net. Je veux dire, à force d'étudier l'histoire du cinéma, moi, je sais qu'il y a des moments où, brusquement, au milieu des années 80, on voit apparaître à la fois Thérèse, Pirate de Polanski, le, le que sais-je, le Paltoquette de Ville, c'est-à-dire des films absolument préoccupés par la notion même de décor, pour ne rien dire de René et de Providence. Brusquement, à un moment des années 80, on se dit, il y a eu un intérêt qui réémerge très puissamment et on réinvente plein de choses, puis après ça retombe dans les années 90, et début des années 90, ça se calme. D'ailleurs, à la fin de l'émission, ce sera la question que je vous poserai par rapport à et aujourd'hui, que se passe-t-il? Je voudrais vous poser une question. C'est pas du tout un reproche. Je remets pas en question vos choix. Je ne me le permettrai pas. C'était juste une remarque. Et quand je vois, et après on va commencer à parler de la première partie du livre qui est aussi intéressante. Je m'aperçois qu'il n'y a pas il n'y a pas un film issu du réalisme poétique français qui s'est imposé. Est-ce que c'est parce que c'est trop évident pour le coup? Oui, peut-être. Le réalisme poétique est là. Pour être franc, j'ai fait quand même tout un livre énorme d'entretien avec Alexandre Troneur, qui a été le grand décorateur du réalisme poétique, ce qui veut dire que j'ai beaucoup travaillé sur le réalisme poétique, discuté avec Troneur, et il n'y avait pas de film. Je voulais que chacune des analyses prenne un angle différent d'attaque, c'est-à-dire soit complètement différente des autres. Or, le réalisme poétique, si j'avais fait le réalisme poétique, j'aurais probablement dit la même chose que ce que je disais dans d'autres analyses à côté. Et en plus, c'était sur des films qu'on avait généralement beaucoup déjà commenté du côté du décor. Si on prend Hôtel du Nord, avec son fameux décor du canal de l'Ourcq, ou si on prend Le Jour se lève avec son immeuble au bout de la ligne de tramway, ce sont des décors qui ont été beaucoup commentés.
même Bazin à l'époque, et Bazin est quand même mort en 69, même Bazin à l'époque commentait déjà le décor. Pardon, je crois que c'est 10 ans avant. Je crois que c'est Oui, 10 ans avant, 59. c'est 59, voilà. 59, c'était l'année des 400 coups de Truffaut, Mmh. bien Mmh. sûr. Et déjà, Bazin commentait ce décor et montrait l'importance dramatique, émotionnelle, métaphorique au besoin de ce décor. Donc, j'avais plutôt envie de prendre des choses qui n'avaient pas été envisagées. Donc, les choix étaient dans ce sens-là. Mais même, je m'en suis voulu, par exemple, de ne pas euh, traiter davantage de films qui n'appartenaient pas au, au grand classique. Et puis, ben, il fallait aussi que les analyses puissent intéresser n'importe qui, que n'importe quel lecteur puisse avoir eu la chance de voir les films. Alors, Oui. Il y a de ça. La première partie de votre livre donc s'intitule Le décor de film en question. Et là, pour le coup, vous parlez effectivement de beaucoup plus de films, mais là, il y a une forte analyse. Avant qu'on parle de cette première partie, je voudrais savoir qu'est-ce que vous ne vouliez pas faire? Vous étiez sûr de ne pas vouloir faire en vous attaquant à ce projet littéraire? comment cela, ce que je... Parce que dans l'avant-propos, vous dites que je vais vous lire. Ah, Hein. Voilà. Vous voyez où je veux en venir, je pense. oui, oui, je vois. Voilà. Alors, je ne voulais pas faire ce que j'avais déjà fait. C'est-à-dire, j'avais déjà fait un livre qui s'appelle Le décor au cinéma, qui avait été publié par donc, les Cahiers du cinéma, qui était un livre historique sur le décor, qui n'était pas une histoire des décors ou du décor, mais une histoire de l'art du décor, c'est-à-dire comment on avait pensé justement la capacité du décor à produire du sens. Donc le bouquin, celui-là, je l'avais fait. J'avais publié un livre d'entretien avec Alexandre Trauner qui faisait le tour de beaucoup de problèmes techniques. J'avais publié des dizaines et des dizaines d'entretiens avec des décorateurs qui traitaient à la fois des, euh, euh, des questions techniques, c'est-à-dire en général, je leur pose des questions très précises, et puis de cette hypothèse à laquelle je suis très attaché et qui est que de la même façon que le réalisateur construit une œuvre, le décorateur en construit une lui aussi. Et que les deux œuvres se croisent, leur point d'intersection, c'est le film. Bon, toujours est-il que cela, je savais que je l'avais fait. Et donc, je voulais que la première partie du livre, qui était pour moi la plus importante, mais fasse le point de toutes les questions que j'avais rencontrées et dont j'avais le sentiment que je ne leur avais pas apporté de réponse, ou je leur avais pas proposé de réponse. Donc, il était clair que, d'une certaine façon, j'ai additionné euh, ce que je n'avais pas dit jusqu'ici, et je me suis dit, eh ben, c'est à partir de ça que je vais faire un livre. Maintenant, je pourrais encore rajouter une demi-douzaine d'autres chapitres, le cas échéant. Mais c'est vrai que, par exemple, la question de comment est-ce que on représente l'histoire dans un décor, comment est-ce qu'on parle de temps passé ou de temps futur. C'est un décorateur qui m'a dit ce qu'il y a de plus difficile pour un décorateur, c'est la science-fiction, parce qu'il n'a rien sur quoi s'appuyer. Euh, et les décorateurs m'ont dit, mais euh, on travaille, quand on représente le passé, quand on représente le XVIIIe siècle,
on s'appuie tous sur les mêmes sources qui sont les peintures, les gravures, etc. Mais la vraie vie, c'était probablement pas ça. C'est une vision complètement sélectionnée. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut aller pour réinventer? Et puis, tout d'un coup, il y a un décorateur qui n'est pas vraiment un décorateur de cinéma à cette époque-là, Guy-Claude François, qui parle du Moyen-Âge et qui fait La Passion Béatrice, en se demandant non pas à quoi est-ce que le Moyen-Âge ressemble dans tout ce qu'on connaît, mais en se demandant à quoi est-ce que le Moyen-Âge devait ressembler en fonction de ce qu'on sait, de la façon dont les châteaux étaient chauffés, dont les châteaux étaient éclairés. Il n'y avait pas de fenêtres. Et il se pose des questions d'un ordre différent. Alors ça m'intéresse beaucoup. Donc, ça valait le coup de faire un chapitre uniquement sur comment est-ce que le cinéma parle de l'histoire et comment est-ce que le cinéma est obligé de transformer la mémoire historique pour en faire ce qu'on aura sur l'écran. D'ailleurs, je vais nommer les chapitres, oui, on peut dire ça comme ça, les chapitres de cette première partie. Il y a les 6 fonctions du décor de film. Ensuite, il y a les décors de cinéma, de théâtre et d'architecture. Vous questionnez aussi ce faux débat entre les décors de studio et les décors naturels, pardon, ou les décors de studio. Ce que vous venez d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire les images du passé, les images du futur, excusez-moi. Et puis le décor manipulé, ça c'est de l'image truquée à l'image virtuelle. Est-ce que vous pourriez nous donner les 6 fonctions du décor de film? Ah ben oui, c'est C'est quoi? bien. C'est un piège? Non, non, Est-ce que c'est vous qui avez écrit le livre? je ne sais pas si je vais les prendre dans l'ordre, mais les fonctions du décor de cinéma, la première fonction, c'est de dire où et quand ça se passe. Alors, il y a un exemple que j'ai utilisé dans le bouquin, mais euh, que, dont je n'ai pas fait plus que ça, et qui est euh, la dernière image de euh, Charlton Heston, La planète des singes, On va pas spoiler. où Ouais, je sais pas. brusquement, le décor nous dit où on est et quand on y est. On est à New York, enfin à Ellis Island, et on est suffisamment dans le futur pour que la statue de la liberté soit tombée et soit ensablée. Alors là, ça c'est l'expression absolue de cette fonction du décor qu'est la fonction élémentaire. Tous les films ont besoin de nous dire où et quand ça se passe et éventuellement de nous dire effectivement en plus si ça va être gai, si ça va être triste, c'est-à-dire de donner une tonalité. Il y a une autre fonction qui est tout simplement de, euh, euh, de permettre la mise en scène. Tous les metteurs en scène, tous les décorateurs disent ce qui est que l'une de leurs premières contraintes lorsqu'ils font ce qu'on appelle un dépouillement, c'est-à-dire lorsqu'ils lisent un scénario et qu'ils essaient d'en déduire ce qui va devoir être fait, eh bien, ils se demandent comment est-ce qu'on passe d'une pièce à l'autre, comment est-ce qu'on passe d'un endroit à un autre. Est-ce que on peut trouver les moyens de raccourcir, d'accélérer, et puis permettre la mise en scène, c'est par exemple tout simplement pour un décorateur construire un sol sur lequel les danseurs peuvent danser. Dans Les Demoiselles de Rochefort, là où les danseurs devaient aller dans les rues, eh bien la surface était préparée. C'est le boulot du décorateur. Le décor doit par ailleurs être spectaculaire. C'est-à-dire, avant d'être spectaculaire, il doit être dramatique, c'est-à-dire il doit euh, donner une indication emphatique du côté de ces un film noir rempli d'ombre
et de choses comme ça. Après, le décor doit être spectaculaire, c'est-à-dire il peut constituer à lui seul le décor et il peut constituer à lui seul le spectacle, c'est-à-dire euh, on va voir Avatar, par exemple, pour voir le décor, entre autres. Et rien que voir le décor, et c'est valable pour beaucoup de films, ça justifie le déplacement, mais on y va pour le décor, on y va pour les trucages, c'est intimement lié. Le décor peut encore devenir quasiment l'acteur de l'action. Mm. C'est-à-dire que le, il y a un film d'Amenabar que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Autres, dans lequel il y a des, des gens qui sont dans une grande maison, et cette grande maison silencieuse mais remplie de craquements et de portes qui s'ouvrent et se ferment devient un personnage en soi. Mais pensez à, je sais pas, à Chaplin dans une maison au bord du précipice, et à chaque mouvement, il y a un mouvement du décor qui répond, c'est-à-dire le décor, c'est pratiquement le partenaire de Chaplin. Oui, Et d'ailleurs, je crois que oui, vous aviez utilisé, oui, c'est ça, c'est Harold Lloyd. Vous utilisez Harold Lloyd comme, il y a une oui, image mais comme ça. Harold Lloyd faisait ça sans arrêt. Mm. Buster Keaton était un génie de l'utilisation du décor. Pensez à Cadet douce où il y a un ouragan qui ravage une ville, et à partir de là, Buster Keaton imagine toutes les variations. Mais ce qui est important, c'est que ça ne devient intéressant qu'à partir du moment où le décor ne se contente pas d'agir, mais il réagit. C'est-à-dire, il répond en quelque sorte aux actions du personnage. Et il y a un fil, alors ça on le retrouve en général dans les films fantastiques et dans les films comiques. Et il y en a un qui est particulièrement spectaculaire pour ça, c'est la Tour infernale, où il y a clairement d'abord un méchant, qui est celui qui a conçu la tour et qui l'a mal fait. Et puis il y a une équipe des sauveteurs, des pompiers, de tout, qui essaie de sauver les gens qui sont là. Et puis il y a la tour elle-même. Et il arrive un moment où c'est comme si la tour était là pour punir les gens. C'est-à-dire, ils ont des idées et la tour répond avec ses propres idées. Elle fait autre chose. Et à la fin, le méchant prend l'ascenseur externe pour s'enfuir et c'est le décor qui lâche. C'est-à-dire que l'ascenseur, le câble pète et l'ascenseur tombe dans le vide. C'est vraiment le décor qui a le dernier mot. Est-ce que j'ai eu mes 6 là? Je ne sais plus. Je crois qu'il reste le décor métaphorique, si je ne me trompe pas. Le décor métaphorique, c'est bien sûr, au-delà du décor expressif, il arrive un moment où le décor dit autre chose que ce qu'il fait semblant de dire. Bon, l'exemple que je prends souvent, c'est celui de La Nuit du chasseur, parce que tout le monde le connaît maintenant. Et dans La Nuit du chasseur, la chambre du crime où Harry Powell tue son épouse, eh bien, tout d'un coup, se transforme en quelque sorte, mais parce que la caméra recule et qu'on voit le décor dans son ensemble alors qu'on le voyait qu'en partie jusque-là, mais il se transforme en, en église, carrément. Et c'est exactement la même église qu'on retrouvera plus tard dans le décor, c'est-à-dire dans le tracé avec les poutres et la lumière qui encadre le personnage, pour nous dire que la petite jeune fille, la petite Ruby, qui est dans la prochaine victime peut-être de Harry Powell, eh bien c'est la, la,
la petite cousine identique à celle qui est déjà morte. Et là, c'est le décor qui le dit. Le spectateur comprend ou comprend pas. Et ce que le dit le décor, la musique le dit au même moment, hein, puisque effectivement, sur des images de rugby, eh bien, on entend au saxophone la valse qui était celle de, de la femme, de l'épouse. On a souvent dit que pour comprendre un peu la nouvelle vague, il fallait aussi s'intéresser au corps des actrices, des acteurs. Pour comprendre cette période de l'histoire du cinéma mondial et français précisément. J'ai pas l'impression qu'on se soit intéressé énormément au décor de films au pluriel pour comprendre un pan de l'histoire du cinéma. Et je suis très content de lire un texte sur un film comme Parasite de Bong Joon-ho, parce que je me souviens pas, ou alors je peux me tromper, d'avoir lu un regard sur ce film à travers son décor. D'où ma question, qui est provocatrice, hein, parce que je connais la réponse. Et je l'avais dit dès le début de l'émission, dire que c'est un élément de mise en scène, c'est une évidence. Oui, mais il est tellement évident que dès le départ, alors d'abord, on voit les autres films de Bang, et il est clair qu'il est passionné. Il y a des metteurs en scène qui sont passionnés par le décor et qui savent ce qu'ils vont en faire. Il y en a d'autres qui s'en désintéressent complètement. Et ça ne veut pas dire que les bons sont d'un côté, les mauvais de l'autre. Ça veut simplement dire que chaque metteur en scène va chercher ses préoccupations là où il a envie de les trouver. Alors, dans le cas précis de Parasite, il est absolument évident que tout le film est construit sur une métaphore qui est celle des les puissants en haut, les pauvres, les prolétaires en bas, et puis entre les deux, il y a plein de pentes, des escaliers, il y a plein de façons de figurer la pente. Et puis on s'aperçoit que si on va jusqu'au bout de la métaphore, en dessous du niveau zéro, ben, il y a le niveau moins. Et ce sont les souterrains, et c'est le, le réfugié qui vit dans son bunker. Donc, tout le film est construit sur une structure spatiale. Une structure spatiale, ça s'appelle le décor. À partir de là, on va s'apercevoir que tous les espaces dans la famille riche, tous les espaces sont horizontaux, mais qui sont dépouillés, vidés de tout inutile, réduits à l'essentiel, c'est-à-dire, on dirait, pour simplifier, ils sont zen. Alors que dans la famille prolétaire, eh bien, c'est l'entassement, on est en dessous du sol, on n'a accès à la lumière que par une lucarne, si la pluie tombe, elle va se déverser à l'intérieur. À partir du moment où on a défini la structure spatiale, ça entraîne d'une certaine façon les choix de décoration. Dans le Parasite, la première fois que je l'ai vu, je me souviens, j'avais été très frappé par le siège des toilettes placé au-dessus dans la salle de bain. Il est placé à 1,20 m du sol. Et ça veut dire que les gens qui vont aller s'asseoir dessus, eh bien, sont obligés de se courber pour le faire. Et en fait, dès l'instant où on se pose la question de la logique du décor, on se dit, mais de quoi avait besoin Bong?
Et il avait besoin que la matérialisation, la métaphorisation, c'est plus que de la métaphorisation, c'est la matérialisation de l'inondation dans l'appartement, c'est le fait que toutes les matières remontent à travers le siège des toilettes. Et pour qu'on puisse le voir, il faut que le siège des toilettes soit au-dessus de l'eau. Autrement, ça ne marche pas. Donc, de cette façon, le choix du décor, il est la conséquence logique de tout un ensemble de décisions en amont. Mais c'est un film, alors de toute façon, c'est un film qui est entièrement truqué du point de vue de ses structures spatiales. Le premier étage de la maison n'a jamais été construit. Ce sont des images numériques. Mais c'est un très bon exemple quand même de comment le décor répond à des questions préalables. Et c'est un très bon exemple aussi de comment on ne peut pas séparer le décor du reste, c'est-à-dire c'est complètement lié justement à la façon dont on va les faire, image numérique ou pas, au choix des extérieurs réels. Quand on descend les escaliers pour aller d'une maison vers une autre, eh bien, le plus simple, c'est d'utiliser des grands escaliers qui existent vraiment à Séoul et qui font parfaitement bien l'affaire. C'est-à-dire, donc, c'est une illustration de comment le décor est un aboutissement, l'aboutissement d'une réflexion extrêmement complexe et qui implique, bon, essentiellement le réalisateur, le scénariste et le décorateur à ce stade-là. Et puis à partir de là, on aboutira aux moyens pour réaliser ce projet. Vous venez d'en parler, mais et puis vous lui consacrez un chapitre. Comment vous voyez, et ça parle aussi de ces 20 dernières années, comment vous voyez ce que vous appelez, vous, le décor manipulé, c'est-à-dire de l'image truquée à l'image virtuelle? Alors, je ne sais pas si je vois. Tout simplement, le décor a toujours été manipulé. On oublie toujours que le décor qu'on voit sur un écran, c'est une image en 2 dimensions et non pas en 3 dimensions comme le monde auquel nous sommes confrontés. Et le simple fait qu'elle soit en 2 dimensions, ça permet tous les trucages. Et c'est-à-dire, ça permet que quelque chose qui est à 50 centimètres de la caméra puisse s'intégrer à un fond qui est, lui, à 10 mètres de la caméra. Ça, dès les années 1910, on savait le faire. Il y a des films des années 1920 qui sont absolument prodigieux en termes de qualité de trucage. Et moi, j'ai vu, quand j'étais jeune, quand je découvrais un Américain à Paris, je ne soupçonnais pas que les rues de Paris, c'était pas simplement du décor construit en studio, ce que je voyais bien, mais c'était aussi des images peintes qui raccordaient avec ce qui avait été construit. Et ça, j'avais pas le moindre soupçon. Donc, on a toujours fait ça. Par contre, effectivement, il y a eu des évolutions considérables, mais il m'a toujours semblé que les évolutions, ce ne sont pas des évolutions dans la pensée du décor. Le décor, il est toujours pensé comme quelque chose en plusieurs dimensions au départ, qui va se retrouver en 2 dimensions à l'arrivée. Donc, c'est le principe du dessin animé, entre autres. Mais par contre, ce à quoi je voulais dire, oui, il m'a toujours semblé que ce qui changeait, ce n'était pas la pensée du décor, c'était les moyens de le faire. C'est-à-dire, c'est vrai que quand Polanski, par exemple, faisait Tess,
il faisait en Bretagne, en Normandie, et il se retrouvait, il y avait des fils électriques ou des fils téléphoniques partout. Eh ben, Polanski, le producteur, qui était Claude Berry, a financé l'enfouissement de tous les réseaux pour qu'on ne voit pas les fils. Maintenant, on ne financerait pas l'enfouissement. Maintenant, eh bien, on effacerait les lignes et les poteaux, tout simplement, et puis personne n'y verrait que du feu. C'est-à-dire que les moyens numériques sont des moyens extrêmement simples d'obtenir des résultats qu'on obtenait de façon beaucoup plus complexe auparavant. Ceci dit, il ne faut pas rêver, ça reste coûteux. C'est-à-dire que si on demande à des techniciens d'effets spéciaux de réaliser leurs effets, il suffit de regarder les génériques et vous voyez combien de dizaines ou de centaines de personnes sont mentionnées. C'est-à-dire, ça mobilise beaucoup de monde pour le faire. Mais la grande différence, c'est effectivement, c'est pas dans la pensée du décor, c'est vraiment dans les moyens. Alors par contre, moi j'ai espéré beaucoup, j'ai été déçu, mais j'ai espéré beaucoup que le fait qu'on puisse imaginer un décor qui n'existe pas du tout, qu'on n'ait pas besoin de construire un décor pour le filmer, qu'on puisse l'imaginer directement, eh bien, je me dis, il doit y avoir, il y a et il va y avoir des perspectives. Bon, bien évidemment, on voit ce que ça peut donner avec Avatar. On a vu ce que ça pouvait donner avec certains films de Tim Burton, comme Charlie et la chocolaterie. Mais en même temps, Charlie et la chocolaterie, fondamentalement, les décors, ils étaient construits. Hein. Avatar, c'est autre chose. Donc on peut Terry Gilliam, dans l'imaginarium du docteur Parnassus, il fallait que ce soit Terry Gilliam, mais il a imaginé des décors qui sont complètement déconnectés du réel. Ça me plaît plutôt bien parce que je vois là une évolution possible pour le décor. Je rappelle le titre du livre, Le décor de film de Griffith à Bong Joon-ho. C'est édité chez Capricci. Et vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. J'aime bien dire que lorsque je termine un entretien avec un invité ou une invitée, que on a parlé de 0,01% de ce qu'il y avait dans le livre. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut être curieux, il faut vous le procurer. Et par exemple, on n'a pas parlé de Tati, le décorateur, mais aussi par rapport au décor, l'opposition entre le débat de l'opposition entre le décor naturel et le décor de studio. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire et tout est dans le livre et je vous y invite cordialement à feuilleter tout ça. Merci beaucoup Jean-Pierre Berthomé, déjà pour votre patience et surtout pour les réponses et pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous pour toutes ces questions posées. Et bonne journée. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.